le mieux, c'est de pouvoir standardiser. C'est-à-dire qu'au minimum, voici ce qu'il faut. Parce que là, nous sommes lorsque je parle de la répartition, c'est comme si j'ai de l'argent qui est là. Et moi, je dois au maximum planifier pour que cet argent-là, je puisse mieux le gérer. C'est un peu le concept qui est là. Ça veut dire que moi, je sais que ce mois, je dois produire tel nombre de rangs. Je sais qu'il me faut au minimum tel montant. Ce montant-là, je sais qu'il pleuve, qu'il neige. Il faut que je l'ai pour que le business tourne. Donc, je mets cet argent de côté. Il peut s'avérer que je prenne moins. Il peut s'avérer que ça demande plus. Mais il faudrait que dans mon domaine, je sache qu'il y a un montant qu'il me faut. Un fonds de roulement qu'il me faut. Et ça, ce n'est pas à négocier. Mais si je ne l'ai pas, mon business ne peut pas tourner. Donc, c'est ça, en fait, avec les charges fixes. Quand on dit qu'il faut affecter de l'argent pour Internet, Internet, ça va varier. Il peut s'avérer que ce mois, vous consommez moins, vous consommez plus. Mais il faudrait que vous puissiez jauger. En moyenne, il me faut tel montant pour Internet. Mais il ne faudrait pas qu'on planifie l'argent et souvent, on n'a pas mis l'argent de souscription. Et c'est maintenant que tu vois que tu as besoin de la souscription et tu vas puiser ici. Et en puisant ici et ici, ça te déprogramme implicitement. Donc, en fait, c'est de planifier au maximum l'argent de ça, l'argent de ça, l'argent de ça. Après, ça peut varier, ça peut augmenter, ça peut diminuer. Mais le fait que vous avez déjà bien réparti l'argent, vous êtes organisé, vous êtes structuré et vous avez de fortes chances d'atteindre vos objectifs. Donc, l'enjeu, ce n'est pas de se mettre dans un cadran pour dire non, c'est 50 000, c'est 100 000. C'est de comprendre que voici les zones où l'argent doit rentrer. Je définis ces zones et je répartis à chaque fois pour ne pas oublier. Et aussi même prévoir l'imprévu, comme j'ai signifié. Pour qu'au cas où ça arrive, au moins je prends l'argent d'ici, je mets. Donc, il faudrait que quand l'argent vienne, ça soit réparti. Dès que ça vient, c'est réparti. Et les répartitions en fonction des enjeux de chaque département. Donc, dans les charges fixes, il y a globalisé, mais ça sera variable en fonction du projet. Si vous êtes dans un projet et que vous n'avez pas de main-d'œuvre, la main-d'œuvre ne fait pas partie de vos charges fixes. Mais quelqu'un qui a un projet, qui a du personnel qu'il doit payer, dans ces charges fixes, il y a la main-d'œuvre, il y a le personnel à payer. Mais vous qui n'avez pas, il n'y a pas ce facteur. Mais c'est de comprendre que j'ai des gens qui travaillent pour moi, qu'il faut payer. Et il y a des chefs d'entreprise qui ne prennent pas en compte ce principe et ça énerve parce que finalement, ils disent non, ils t'expliquent maintenant que non, en fait, l'entreprise, il y a eu telle chose. C'est pour ça que ce mois, on ne peut pas vous payer. L'urgence qu'il y a eu est d'égale importance que le salaire qu'on doit payer aux gens. Parce qu'eux vont pas t'expliquer à leur propriétaire de maison aussi que non, mon boss dit, non, ce n'est pas sérieux. Donc, il y a des chefs d'entreprise qui vont négliger le fait que payer les employés est autant important que l'imprévu qu'ils ont eu pour l'entreprise. Parce qu'eux aussi, ils en ont besoin. Donc, c'est de pouvoir définir ça, que j'ai des charges fixes. Et voici la liste de mes charges fixes. Voici les montants minimums que je dois allouer à ces charges fixes, qui peut être variable en hausse ou en baisse, mais je dois avoir un investissement moyen pour ces charges. Donc, c'est un peu ça le principe. Voilà. Et en entrepreneuriat, vraiment, ce n'est pas beaucoup les standards. Il y a beaucoup de variables. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Mais le tout, c'est d'avoir ces indicateurs. Même quand ça va bouger, ça va augmenter, ça va diminuer, c'est de savoir qu'il y a des coins que je ne dois pas perdre de vue. Il y a des endroits où je ne dois pas perdre de vue. Sinon, si je perds ça de vue, tout risque de trop couler ou tout risque de trop bien marcher, tomber d'un coup. Donc, c'est toujours d'avoir ces indicateurs-là. Vous savez, quand l'argent vient, voici où ça rentre, voici où ça rentre. Donc, sur ce, merci pour votre participation et on se donne rendez-vous demain pour le module 6. Merci. Tout n'est que manipulation. Si je te disais que depuis l'enfance, tu as été manipulateur et manipulé. Je suis M. Loko Kofi, coach en marketing et vente. J'aide et j'accompagne les entrepreneurs à vendre plus et plus vite. Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des personnes ne comprennent pas que pour bien vendre, il faut manipuler. Oui, pour bien vendre, il faut manipuler. Manipuler, c'est orienter quelqu'un vers un objectif que vous souhaitez. Lorsque nous étions petits, nous avons des parents qui nous promettaient de nous acheter un vélo, un biscuit, un bonbon en fonction de nos résultats scolaires. Et à cause de cette promesse, qu'est-ce que nous faisions? Nous nous mettions au travail et nous savons que derrière ce travail, nous allons avoir une récompense. Même si très souvent les parents n'honoraient pas leurs promesses, mais on se retrouvait quand même à faire le travail qu'ils voulaient. Donc comprendre les techniques de manipulation, c'est comprendre que moi, en tant que vendeur, il y a mon produit qui peut aider le client à passer d'une étape A à une étape B. Si une personne est en surpoids, j'ai un programme ou un thé qui peut aider cette personne à perdre du poids. Si une personne a des difficultés de vente, j'ai un produit ou un service qui peut l'aider à vendre. Si une personne a des difficultés à pouvoir prendre la parole en public, j'ai un programme en art oratoire qui peut aider cette personne à passer de l'étape de peur de prendre la parole en public à prendre la parole en public.
Donc, c'est toutes ces stratégies-là que j'ai mis dans ce livre, les techniques de manipulation en vente. Oui, parce qu'en tant que vendeur, tu dois manipuler, tu dois apprendre à manipuler, mais manipuler pour aider tes clients à atteindre leurs objectifs parce que tu as le produit ou la solution qu'il leur faut. Très souvent, tu es bloqué face aux objections de « je vais réfléchir, je vais voir si j'ai l'argent, je vais vous revenir ». Dans ce livre, tu vas pouvoir transformer une hésitation en un acte d'achat. Il y a plus de 33 techniques de manipulation dans ce livre et je te montre de façon stratégique 5 étapes par lesquelles toute personne passe, peu importe son pays, peu importe sa nationalité, pour pouvoir acheter un produit. La première étape, c'est l'identification du problème. Toute personne, avant d'acheter un produit ou un service, va identifier qu'actuellement, elle est dans un besoin. La deuxième étape, la personne va évaluer les différentes solutions qui se proposent à elle. Donc, je vais rechercher une solution pour pouvoir trouver une solution pour régler mon problème. Après la recherche des solutions, il y a l'évaluation de ces solutions en fonction des cas d'hygiène, en fonction des moyens financiers de la personne. La quatrième étape, c'est l'acte d'achat. La personne va décider d'acheter une offre qui lui sied. Et la dernière étape, c'est l'évaluation après l'achat. Voici 5 étapes par lesquelles toute personne qui achète un produit ou un service passe. Et toi, en tant que vendeur, c'est d'appliquer des stratégies de manipulation qui vont pousser la personne à suivre et à acheter. Tu as très souvent vu des messages de vente où il y a des comptes à rebours, où on met sold out, où on te dit que tu n'as que 3 heures, où on te dit que c'est réservé qu'à 5 personnes. Tous ces messages de vente sont des stratégies de manipulation pour te pousser rapidement à l'action. Si toi aussi, tu veux passer de manipulé à manipulateur pour pouvoir mieux vendre et pousser tes clients à l'achat, je te recommande le livre « Les techniques de manipulation en vente ». Clique sur le bouton « Acheter maintenant » afin de te procurer ce bijou qui t'aidera à mieux vendre.